Dans la paisible ville d'Enfield, située en périphérie de Londres, une famille ordinaire vivait dans une modeste maison de Green Street. Nous sommes en 1977 et le Royaume-Uni traverse une période économique difficile, mais la vie suit son cours. La famille Hodgson, composée de Peggy, la mère dévouée, et de ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy, mène une existence modeste. Leur maison en briques, typique des banlieues britanniques, semblait être un refuge parfait contre les difficultés du monde extérieur. Pour leurs voisins, les Hodgson étaient une famille comme les autres, unie, travailleuse et résiliente. Tout semblait normal jusqu'à une nuit d'été où Peggy entendit des bruits étranges provenant de la chambre de ses filles. Ce qui commença par de légers coups se transforma rapidement en un vacarme inexplicable, et les jours paisibles de Green Street devinrent un lointain souvenir. Au début, la famille pensa que les bruits étaient causés par des rats ou par des problèmes structurels dans la maison. Cependant, les événements qui suivirent prouvèrent que quelque chose de bien plus troublant se cachait derrière les murs de leur foyer. Les bruits commencèrent à s'intensifier, se manifestant dans différentes parties de la maison, principalement la nuit. Des coups secs sur les murs, des grattements provenant du sol, et même des meubles qui semblaient grincer d'eux-mêmes, devinrent le quotidien de la famille. L'inconfort grandissait, mais Peggy, essayant de protéger ses enfants, refusait de croire à quelque chose de surnaturel. Elle préférait penser qu'il s'agissait de son imagination ou de blagues des enfants. Une nuit, cependant, les sons devinrent impossibles à ignorer. Des coups assourdissants retentirent depuis la chambre de Janet et Margaret, réveillant les filles en sursaut. L'armoire, un meuble imposant, semblait avoir bougé toute seule. Alerte par les cris de ses filles, Peggy se précipita dans la chambre et trouva les 2 enfants en larmes, montrant l'armoire qui avait effectivement changé de position. Malgré sa peur, Peggy tenta de calmer les filles, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Au fil des jours, le comportement des enfants changea. Janet, âgée de 11 ans, se plaignit de ressentir une présence étrange autour d'elle, comme si elle était constamment observée. Peggy, toujours sceptique, attribuait ses plaintes à l'imagination débordante de l'enfant. Cependant, la tension dans la maison augmentait chaque nuit. Des objets commencèrent à disparaître pour être retrouvés dans des endroits improbables. Un verre disparut de la cuisine et fut retrouvé dans le jardin, tandis que des coussins étaient projetés au sol, comme s'ils avaient été poussés par une force invisible. Le point de rupture arriva lorsqu'une chaise dans le salon se déplaça sous les yeux de Peggy. Elle resta pétrifiée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Pour la première fois, elle sentit qu'elle faisait face à quelque chose qui dépassait sa compréhension. Désespérée, elle demanda l'aide de ses voisins. La famille Nottingham, qui habitait à côté, fut appelée pour témoigner des événements. Eux aussi entendirent les bruits assourdissants et virent une porte se fermer brusquement toute seule. Ce fut alors que Peggy comprit qu'elle avait besoin de plus que l'aide de ses voisins pour affronter ce qui hantait son foyer. Les nuits dans la maison des Hodgson devinrent un mélange de tension et de terreur. Ce qui avait commencé comme de légers bruits sporadiques se transforma en un véritable cauchemar. Les coups, d'abord discrets et distants, devinrent de plus en plus forts et fréquents, toujours pendant la nuit. Peggy essayait de rassurer ses enfants, mais elle-même ne pouvait ignorer la sensation que quelque chose d'inexplicable se produisait. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle fut réveillée en sursaut par un bruit extrêmement fort.
Les coups semblaient venir du plafond, comme si quelqu'un marchait au-dessus d'eux. Janet, qui partageait sa chambre avec sa sœur Margaret, commença à subir le plus gros des manifestations. L'enfant de 11 ans se plaignait que ses draps étaient tirés pendant la nuit, comme si des mains invisibles tentaient de les arracher. Une nuit, Margaret se réveilla en hurlant, affirmant qu'elle avait vu un tiroir de leur armoire s'ouvrir tout seul. Alertée par les cris, Peggy se précipita dans la chambre et trouva ses filles en pleurs, pointant du doigt le meuble qui avait effectivement changé de position. Bien qu'elle essayât de maintenir son calme, Peggy savait que cela dépassait toute explication rationnelle. Au fil des jours, les coups devinrent une présence constante dans leur vie. Pourtant, Peggy s'accrochait à des explications logiques, pensant que cela pouvait être dû à des problèmes structurels dans la maison. Mais un soir, alors qu'elle prenait un thé dans la cuisine, elle vit une chaise bouger brusquement, glissant sur le sol sur plus d'1 mètre. À cet instant, elle comprit qu'elle faisait face à quelque chose qu'elle ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Ce qui avait commencé par des bruits étranges et des sensations d'inconfort évolua rapidement en des événements physiques indéniables. Les objets dans toute la maison commencèrent à se déplacer comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Des verres tombaient des étagères sans raison apparente, et les jouets des enfants étaient souvent projetés en l'air, comme si une force invisible jouait avec eux. Les chaises du salon glissaient lentement sur le sol, et les portes claquaient violemment, même en l'absence de courant d'air. Chaque jour semblait apporter un phénomène encore plus effrayant que le précédent. L'incident le plus marquant se produisit lorsqu'un crucifix, accroché au mur du salon, fut soudainement arraché et projeté au sol avec une telle force qu'il laissa des marques visibles. Peggy, qui assista à la scène, resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle tenta de trouver une explication rationnelle, mais rien ne semblait correspondre. La peur s'installa profondément dans la famille, qui ne se sentait plus en sécurité, même en plein jour. La santé mentale des enfants commença à se détériorer rapidement. Janet, qui semblait être la cible principale des phénomènes, se plaignait de maux de tête constants et faisait des cauchemars vivaces. Elle se réveillait souvent en criant, affirmant qu'elle sentait une pression sur son corps ou que quelqu'un tirait ses cheveux. Un jour, Margaret rapporta qu'elle avait vu un petit jouet tourner sur lui-même avant de tomber au sol. Terrifiée, la famille commença à passer de plus en plus de temps chez leurs voisins, espérant y trouver refuge. Mais la peur semblait les suivre où qu'ils aillent. À mesure que les événements s'intensifiaient, il devint évident que Janet était au centre des manifestations. La jeune fille commença à adopter des comportements étranges qui alarmèrent autant sa famille que les voisins. À plusieurs reprises, Janet entra dans ce qui semblait être un état de transe, sa respiration devenant lourde et son visage prenant une expression qui ne lui ressemblait pas. Sa voix changeait également, devenant grave et rauque, complètement différente de son ton habituel. Ces manifestations étaient si troublantes que beaucoup de ceux qui en furent témoins en restèrent convaincus qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Janet commença aussi à se plaindre de sensations physiques inexplicables, comme si une force invisible la poussait ou la retenait fermement. Une nuit, Peggy trouva sa fille allongée sur le sol de sa chambre, tremblante et avec une expression de terreur absolue. En l'aidant à se relever, Janet murmura « Il est là ». Lorsqu'elle lui demanda qui était « il », Janet répondit simplement « Celui qui bouge les choses ». Ces mots glacèrent le sang de Peggy.
renforçant sa conviction qu'il faisait face à quelque chose de malveillant. Les activités autour de Janet commencèrent à attirer l'attention de plus en plus de personnes. Des voisins et des amis qui rendaient visite à la famille remarquèrent que les phénomènes s'intensifiaient lorsque Janet était présente. Les chaises bougeaient, les lumières clignotaient et les coups devenaient plus forts. Janet, autrefois une enfant joyeuse et extravertie, se replia sur elle-même, montrant des signes d'épuisement physique et émotionnel. À ce stade, le cas attira l'attention des médias et des enquêteurs spécialisés dans le paranormal, marquant le début d'un nouveau chapitre dans le cauchemar de la famille. Avec l'intensification des phénomènes, la famille Hodgson chercha du soutien auprès de ses voisins. La famille Nottingham, qui habitait à côté, fut la première à répondre à leur appel. Vic Nottingham, un homme grand et sceptique, décida d'enquêter par lui-même. Lorsqu'il entra dans la maison des Hodgson, il fut immédiatement frappé par une ambiance étrange. Mais ce ne fut que lorsque les coups retentirent, résonnant avec force depuis les murs, qu'il réalisa que quelque chose d'inexplicable se produisait. Ces sons semblaient provenir de l'intérieur des murs eux-mêmes, un phénomène impossible à reproduire manuellement. Bientôt, d'autres amis et voisins vinrent pour assister à ce qui se passait. Certains apportèrent des crucifix, d'autres proposèrent des prières, espérant chasser l'entité. Mais rien ne semblait freiner les événements. Une nuit, alors que tout le monde était réuni dans le salon, les chaises commencèrent soudainement à se déplacer seules, glissant lentement sur le sol. Une voisine, terrifiée par ce qu'elle voyait, s'enfuit précipitamment en jurant de ne jamais revenir. Ces témoins externes devinrent des éléments cruciaux pour attester de la véracité des récits de la famille Hodgson. Non seulement leurs témoignages confirmèrent les expériences des membres de la famille, mais ils attirèrent aussi l'attention des médias et des enquêteurs spécialisés. Cependant, pour les Hodgson, la présence accrue de visiteurs n'apporta pas de répit. Au contraire, chaque nouveau témoin semblait aggraver la situation, comme si l'entité se nourrissait de l'attention qu'elle recevait. À la fin de l'année 1977, le cas des Hodgson devint un sujet de conversation dans tout le quartier, avant de faire les gros titres des journaux locaux. Intrigués, des journalistes commencèrent à visiter la maison dans l'espoir de documenter les phénomènes surnaturels. Contre toute attente, plusieurs d'entre eux affirmèrent avoir été témoins d'événements étranges. Certains entendirent les coups sourds qui semblèrent provenir des murs, tandis que d'autres virent des objets se déplacer sans intervention humaine. L'un des incidents les plus célèbres fut celui d'une chaise qui glissa lentement à travers la pièce, sous les yeux de tous les présents. La couverture médiatique transforma le cauchemar privé des Hodgson en un véritable spectacle public. Des photos de la famille, en particulier de Janet, circulèrent largement. Une des images les plus frappantes montrait Janet apparemment projetée hors de son lit, comme si une force invisible l'avait soulevée dans les airs. Si ces images captivèrent les croyants, elles attirèrent aussi les critiques. Certains prétendirent que les photos étaient mises en scène et que Janet n'avait fait que sauter de son lit pour créer l'effet. Cependant, cette attention accrue attira également l'intérêt de deux enquêteurs renommés, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, membres de la Society for Psychical Research. Armés de caméras et d'équipements d'enregistrement, ils arrivèrent avec l'intention de documenter les phénomènes de manière rigoureuse. Pour les Hodgson, la présence constante de journalistes et d'enquêteurs était une épée à double tranchant. Si elle offrait une certaine forme de soutien,
elle accentuait également la pression et l'anxiété auxquelles ils étaient confrontés. Maurice Grosse fut le premier à se consacrer entièrement au cas d'Enfield. Ingénieur à la retraite et passionné par les phénomènes paranormaux, il aborde la situation avec un esprit ouvert, mais aussi un désir de trouver des explications rationnelles. Dès sa première nuit dans la maison, Grosse fut témoin de quelque chose d'extraordinaire. Les coups sourds résonnaient comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à établir un contact. Décidé à tester cette hypothèse, il demanda à l'entité de frapper une fois pour répondre « oui » et 2 fois pour répondre « non ». À sa grande surprise, les réponses suivirent un schéma cohérent. Peu après, il fut rejoint par Guy Lyon Playfair, un écrivain et chercheur expérimenté. Playfair apporta des équipements plus sophistiqués, notamment des détecteurs de mouvement et des caméras automatiques, dans l'espoir de capturer des preuves irréfutables. Ensemble, ils passèrent de nombreuses nuits dans la maison, observant des phénomènes qui défiaient toute explication. L'un des événements les plus troublants fut l'apparition de la voix de Bill, qui semblait parler à travers Janet. Cette voix grave et rauque se présenta comme étant celle d'un homme qui avait autrefois vécu et était mort dans la maison. Malgré les preuves accumulées, les enquêteurs durent faire face à un scepticisme important. Certains critiques accusèrent la famille, et en particulier Janet, de simuler les événements pour attirer l'attention. D'autres remirent en question les méthodes des enquêteurs, affirmant qu'ils interprétaient des incidents normaux comme surnaturels. Cependant, Grosse et Playfair restèrent convaincus de l'authenticité du cas. Pour eux, Enfield représentait l'un des cas de poltergeist les plus significatifs jamais documentés. L'un des moments les plus troublants du cas d'Enfield fut l'apparition d'une étrange voix qui semblait émaner de Janet. Lors d'une séance d'enregistrement dirigée par Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, la jeune fille commença à parler d'une voix grave et rauque, totalement différente de son timbre habituel. D'abord, la famille pensa que Janet plaisantait, mais les paroles prononcées par cette voix étaient terrifiantes. Elle se présenta comme Bill Wilkins, affirmant qu'il était mort dans cette maison des années auparavant et que son esprit continuait d'y habiter. Ce qui stupéfia les enquêteurs, ce fut la constance de la voix. Janet, âgée de seulement 11 ans, semblait capable de maintenir ce timbre rauque pendant de longues périodes, un exploit physiquement éprouvant pour une enfant de son âge. Plus inquiétant encore, la voix apparaissait souvent lorsque Janet était en transe ou inconsciente, ce qui rendait difficile de croire qu'elle simulait. Dans une des enregistrements les plus effrayants, Bill décrivit avec précision les circonstances de sa mort, des détails qui furent plus tard confirmés par des archives locales. Cependant, l'émergence de cette voix alimenta aussi le scepticisme. Certains experts suggérèrent que Janet pouvait avoir manipulé ses cordes vocales pour produire ces sons, bien que d'autres réfutèrent cette théorie en raison de la durée et de l'intensité des épisodes. Pour la famille Hodgson, la voix de Bill était une preuve supplémentaire qu'une force malveillante hantait leur maison, intensifiant leur peur et leur désespoir. Dans leur quête de preuves tangibles, les enquêteurs installèrent des caméras automatiques dans toute la maison, espérant capturer des phénomènes inexpliqués. Ces appareils, programmés pour se déclencher au moindre mouvement, produisirent une série de photographies qui choquèrent autant qu'elles fascinèrent. L'une des images les plus célèbres montre Janet semblant être projetée hors de son lit, comme si une force invisible l'avait violemment soulevée dans les airs. Ces photographies furent rapidement rendues publiques, suscitant un vif intérêt, mais aussi des controverses. Pour les croyants,
Elle représentait une preuve irréfutable de la présence d'un phénomène paranormal. Pour les sceptiques, elle n'était rien de plus que des mises en scène. Certains suggérèrent que Janet avait simplement sauté de son lit pour créer l'illusion de lévitation. Maurice Grosse et Guy Lyon-Playfair défendirent avec acharnement l'authenticité des clichés, soulignant qu'ils avaient été pris spontanément, sans intervention humaine. Pour la famille Hodgson, ces photos étaient bien plus que de simples preuves scientifiques. Elles constituaient un rappel douloureux de leur calvaire quotidien. Chaque image était un instantané d'une vie transformée en cauchemar, un témoignage visuel des forces qu'ils ne pouvaient ni combattre ni comprendre. Bien que les photographies attirèrent une attention mondiale sur le cas, elles contribuèrent aussi à renforcer la pression et le stress subis par la famille. À mesure que le cas d'Enfield gagnait en notoriété, les critiques se multiplièrent. Journalistes, scientifiques et sceptiques commencèrent à analyser les preuves sous toutes leurs coutures, cherchant des failles. Lors d'une interview, Janet et Margaret admirent avoir fabriqué de petits incidents à quelques occasions, affirmant qu'elles voulaient tester les enquêteurs. Cette révélation donna aux détracteurs une raison de qualifier l'ensemble du cas de fraude. Cependant, Maurice Grosse et Guy Lyon-Playfair continuèrent de défendre leur découverte. Ils soutinrent que bien que certaines manifestations mineures aient pu être exagérées, les phénomènes les plus impressionnants ne pouvaient pas être simulés. Les mouvements de meubles lourds, les fluctuations de température soudaines et la voix de Bill étaient, selon eux, impossibles à expliquer par des moyens conventionnels. Les divergences d'opinion transformèrent le cas d'Enfield en un phénomène médiatique mondial. Pour certains, il représentait une preuve tangible de l'existence du surnaturel. Pour d'autres, il s'agissait d'un exemple classique d'hystérie collective amplifiée par les médias. Mais pour la famille Hodgson, ces débats n'avaient que peu d'importance. Ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient vécu un cauchemar bien réel, un cauchemar qui les avait marqués à jamais. Au fil des jours, les phénomènes dans la maison des Hodgson devinrent de plus en plus agressifs et imprévisibles. Les meubles semblaient animés d'une volonté propre, se déplaçant violemment d'un bout à l'autre des pièces. Un soir, alors que Peggy se trouvait dans la cuisine, une casserole s'envola soudainement d'une étagère et passa tout près de sa tête. Des pas lourds résonnaient continuellement dans les couloirs et l'escalier craquait comme si quelqu'un montait et descendait sans relâche, bien que personne ne soit visible. Janet restait la principale cible des manifestations. Elle se plaignait fréquemment de sensations physiques troublantes, telles que des mains invisibles qui la poussaient ou la retenaient. Un matin, des égratignures inexplicables apparurent sur ses bras et ses jambes, renforçant le sentiment que quelque chose la tourmentait directement. Margaret, sa sœur aînée, essayait de la protéger, mais elle avoua elle-même commencer à ressentir une étrange présence lorsqu'elle se trouvait à proximité de Janet. C'était comme si une ombre obscure flottait au-dessus d'elle, prête à frapper. L'atmosphère dans la maison devint insupportable. Peggy, épuisée physiquement et émotionnellement, envisagea de quitter la maison, mais ses moyens financiers ne le lui permettaient qu'enque pas. Pendant ce temps, Maurice Grosse et Guy Lyon-Playfair continuaient à documenter les événements, bien qu'ils ressentent également une tension croissante. C'était comme si la maison était vivante et qu'elle luttait contre nous, déclara Playfair plus tard. La famille Hodgson était enfermée dans une bataille avec l'inconnu, sans aucune issue en vue. Un des incidents les plus terrifiants eut lieu une nuit glaciale de novembre. Toute la famille était réunie dans le salon,
cherchant un semblant de sécurité dans la proximité les uns des autres, lorsque des pas lourds et lents commencèrent à descendre l'escalier. Chaque craquement des marches résonnait dans la maison, de plus en plus fort, comme si quelqu'un descendait avec intention. Aucun des membres de la famille n'osait bouger. Puis, Janet cria soudainement, en pointant du doigt vers le couloir. « Il est là !» Peggy, rassemblant tout son courage, saisit une lampe torche et s'avança lentement dans le couloir. Lorsqu'elle dirigea le faisceau de lumière vers l'escalier, elle s'arrêta net. Au sommet des marches, une silhouette sombre et imposante flottait dans la pénombre. Bien qu'elle n'ait aucun trait distinctif, la présence de cette ombre dégageait une aura de malveillance palpable. Peggy recula, et aussitôt, la silhouette disparut comme si elle s'était dissoute dans l'obscurité. Margaret et Janet s'accrochaient l'une à l'autre, tremblantes, tandis que les enquêteurs regardaient en silence, incapables de trouver une explication. Après cet événement, la famille refusa de rester seule dans une pièce de la maison. Les lumières restèrent allumées en permanence, mais cela n'apaisa pas la peur omniprésente. Janet continua de signaler des apparitions d'ombre la nuit, affirmant qu'elle la surveillait depuis les coins les plus sombres de sa chambre. Bien que Peggy essaya de montrer du courage, elle savait que quelque chose de maléfique rôdait autour d'eux, refusant de les laisser en paix. Le chaos atteignit son apogée un après-midi apparemment tranquille. Peggy était assise sur le canapé, tentant de se reposer après des semaines de tension incessante, lorsqu'elle sentit le meuble trembler sous elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, le canapé se souleva du sol comme poussé par une force invisible, resta suspendu dans les airs pendant quelques secondes, puis retomba avec fracas, faisant vibrer toute la pièce. Les enfants, terrifiés, se précipitèrent vers leur mère en hurlant, tandis que des voisins, alertés par le bruit, accouraient à la porte pour voir ce qui s'était passé. Lorsque Maurice Grosse arriva peu après, il trouva le salon en désordre complet. Le canapé était déplacé et les enfants, toujours sous le choc, tremblaient. Déterminé à capturer davantage de preuves, Grosse installa des caméras et des microphones supplémentaires dans la pièce, espérant documenter le prochain incident. Pour lui, cet événement était une confirmation irréfutable que la famille faisait face à une force surnaturelle. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses, les critiques continuèrent de remettre en question l'authenticité du cas. Certains suggérèrent que les enfants avaient orchestré le déplacement du canapé dans le cadre d'une farce élaborée. Mais pour Peggy et sa famille, il n'y avait aucun doute sur ce qu'ils avaient vécu. Ce jour-là, Peggy réalisa que leur adversaire dépassait toute compréhension humaine et ne pouvait ni être combattu ni maîtrisé. Maurice Grosse devint une figure centrale du cas d'Enfield lorsqu'il entreprit d'étudier les phénomènes avec une approche méthodique et scientifique. Dès le début, il montra une empathie sincère envers la famille Hodgson, convaincu que leurs expériences étaient authentiques. Équipé de magnétophones, de caméras et d'un carnet pour consigner chaque détail, il passa des semaines à observer et à documenter les événements qui se produisaient dans la maison. Lors de sa première nuit, au 284 Green Street, Grosse fut témoin d'un phénomène qui le laissa sans voix. Les coups, que Peggy avait décrits comme aléatoires, semblaient répondre à ces questions. Pour tester cette hypothèse, il demanda à la présence de frapper une fois pour oui et 2 fois pour non. À sa grande surprise, le schéma fut respecté avec une précision inquiétante. Cet épisode le convainquit que les phénomènes n'étaient pas seulement réels, mais également contrôlés par une intelligence.
Outre les coups, Gross documenta également des changements de température soudains et inexpliqués. À l'aide de thermomètres, il mesura des baisses abruptes de plusieurs degrés, souvent dans des endroits où les activités étaient les plus intenses. Ces observations renforcèrent sa conviction que la famille Hodgson était confrontée à quelque chose qui défiait les lois de la physique et de la nature. Pour Gross, ce cas représentait une occasion unique d'étudier un véritable événement paranormal. La détermination de Maurice Gross à documenter le cas d'Enfield permit d'accumuler une impressionnante quantité de preuves. Au total, il enregistra plus de 180 heures d'audio, capturant des bruits inexpliqués, des conversations supposées avec la présence et surtout la voix glaçante de Bill Wilkins. Dans l'un des enregistrements les plus effrayants, la voix déclara « Cette maison est à moi. Je ne partirai pas. » Outre les enregistrements, Gross recueillit également des témoignages de voisins, d'amis et de professionnels qui avaient visité la maison. Beaucoup rapportèrent avoir vu des meubles se déplacer seuls, ressenti des courants d'air glacés soudains, ou encore vécu un sentiment d'oppression intense dans certaines pièces. Ces récits, associés aux preuves matérielles, furent présentés à la Society for Psychical Research, déclenchant un vif débat parmi ses membres. Malgré l'accumulation de preuves, les sceptiques continuèrent à remettre en question la véracité du cas. Certains prétendaient que les phénomènes étaient le fruit de canulars orchestrés par les enfants, tandis que d'autres accusèrent les enquêteurs d'interpréter des incidents banals comme surnaturels. Mais pour Gross et son collègue Guy Playfair, il ne faisait aucun doute qu'Enfield était l'un des cas de poltergeist les plus significatifs jamais étudiés. Pour la famille Hodgson, ces preuves étaient bien plus qu'un simple objet d'étude. Elles étaient le témoignage d'un quotidien marqué par la peur et le désespoir. Parmi toutes les nuits d'horreur vécues par les Hodgson, l'une d'elles resta gravée comme la plus intense et terrifiante. C'était en hiver, et la famille s'était rassemblée dans le salon, cherchant refuge dans leur proximité. Janet, comme souvent, montra des signes qu'elle entrait dans une transe. Sa respiration devint lourde, et ses yeux semblèrent se vider de toute expression. Soudain, elle fut projetée violemment hors du canapé, atterrissant brutalement sur le sol, criant « Il est plus proche que jamais !» Alors que Gross tentait de calmer la jeune fille, le chaos s'intensifia dans toute la maison. Une chaise glissa brusquement à travers la pièce, s'arrêtant juste à côté de Janet. Une horloge accrochée au mur tomba soudainement, se fracassant au sol, tandis que les coups sur les murs devenaient si puissants qu'ils semblaient en faire vibrer toute la maison. Guy Playfair, témoin de cette nuit, la décrivit plus tard comme un assaut direct contre la raison de tous ceux qui étaient présents. La famille passa le reste de la nuit dans un état de panique absolue, priant pour que tout s'arrête. Ce ne fut qu'à l'aube que les phénomènes cessèrent enfin, laissant derrière eux un silence lourd et oppressant. Pour les Hodgson, cette nuit confirma leur pire crainte. Ils étaient confrontés à une force malveillante, déterminée à ne pas les laisser en paix. Désespérée et à court de solutions, Peggy décida de se tourner vers l'église locale pour demander de l'aide. Elle était convaincue que les événements avaient atteint un niveau où seule une intervention divine pourrait protéger sa famille. Cependant, lorsqu'elle exposa sa situation aux responsables religieux, elle fut accueillie avec prudence. Les prêtres insistèrent sur la nécessité d'une évaluation approfondie avant de prendre des mesures officielles, laissant Peggy avec un sentiment de rejet et d'abandon. Finalement,
un prêtre fut envoyé pour bénir la maison. Pendant le rituel, qui comprenait des prières et l'aspersion d'eau bénite dans chaque pièce, les coups sur les murs redoublèrent d'intensité, comme si l'entité se moquait du processus. Jeannette tomba en transe au milieu de la bénédiction, s'effondrant sur le sol et provoquant la panique parmi les témoins. Le prêtre, visiblement ébranlé, conclut que le cas nécessitait un exorcisme formel, une procédure qu'il n'était pas en mesure de réaliser. La réticence de l'Église à s'engager pleinement laissa Peggy plus désemparée que jamais. Elle avait espéré trouver un refuge spirituel, mais elle se retrouvait à nouveau seule face à l'invisible. Bien que la bénédiction n'ait pas mis fin au phénomène, elle renforça la conviction de la famille que ce qu'ils vivaient était quelque chose de profondément sombre et malveillant, au-delà de toute explication humaine. Les mois de tension incessante commencèrent à affecter gravement la santé physique et mentale des Hodgson. Peggy, incapable de dormir correctement, montrait des signes évidents d'épuisement. Jeannette, la cible principale des phénomènes, développa des symptômes clairs de traumatisme, des cauchemars récurrents, des épisodes de somnambulisme et des crises d'énurésie nocturne. Elle se réveillait souvent en hurlant, affirmant qu'elle sentait une pression sur sa poitrine ou qu'elle voyait des formes sombres rôder dans sa chambre. Margaret, la sœur aînée, choisit une approche différente. Elle évitait de parler des événements, comme si le silence pouvait les rendre moins réels. Johnny et Billy, les plus jeunes, devinrent plus repliés sur eux-mêmes, refusant d'être laissés seuls, même en plein jour. Le poids psychologique de ces manifestations était évident, et Peggy se sentait impuissante à protéger ses enfants contre une force qu'elle ne comprenait pas. Même les enquêteurs, Maurice Gross et Guy Playfair, remarquèrent la détérioration de l'atmosphère. Bien que leur présence apportât une certaine forme de réconfort, ils se demandèrent si leurs investigations aggravaient involontairement la situation. Malgré leurs doutes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner la famille. Les Hodgson étaient enfermés dans un cercle vicieux de peur et de stress, incapables de trouver un moyen de briser ce cycle infernal. Après des mois de souffrance, la famille réussit enfin à obtenir l'aide d'un spécialiste des exorcismes. Pour Peggy, cette intervention représentait leur dernier espoir de retrouver la paix. L'exorcisme fut organisé lors d'une soirée chargée d'une tension palpable. La famille entière se rassembla dans le salon, priant pour que cela fonctionne. Le rituel commença par des prières intenses, tandis que l'exorciste aspergeait chaque coin de la maison avec de l'eau bénite. Au début, tout semblait calme, mais rapidement, les phénomènes reprirent avec une violence inouïe. Les coups devinrent si forts qu'ils faisaient vibrer les murs, et les meubles commencèrent à se déplacer de manière chaotique. Jeannette, comme souvent, entra en transe, et sa voix se transforma en celle de Bill, criant des mots incompréhensibles. Son corps convulsa, comme si une force invisible tentait de résister aux prières de l'exorciste. La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Les objets volaient, et les témoins décrivirent un sentiment d'oppression suffocante. Après des heures d'efforts, le rituel prit fin, et la maison tomba dans un silence oppressant. La famille et l'exorciste restèrent assis, épuisés et incertains du résultat. Dans les jours qui suivirent, les phénomènes diminuèrent considérablement. Mais Jeannette affirma qu'elle sentait encore une présence, l'observant de loin. Pour la famille Hodgson, l'exorcisme n'était pas une fin définitive, mais plutôt le début d'un répit fragile dans leur calvaire. Après l'exorcisme,
la maison des Hodgson retrouva un calme étrange. Les coups incessants qui avaient hanté leur nuit cessèrent, et les objets qui se déplaçaient d'eux-mêmes restèrent immobiles. Pour la première fois depuis des mois, la famille parvint à dormir une nuit entière sans être perturbée. Mais ce silence ne fut pas synonyme de soulagement. Une inquiétude latente planait, comme si ce calme n'était qu'une trêve temporaire. Janet, qui avait été au centre des manifestations, continuait de faire des rêves troublants. Elle décrivait une voix, celle de Bill, qui l'appelait depuis un endroit sombre et inconnu. Bien qu'elle ne puisse pas voir l'origine de cette voix, sa présence semblait si réelle qu'elle se réveillait souvent en sueur et en larmes. Peggy, bien qu'elle essayât de rassurer sa fille, sentait elle-même que le danger n'était pas complètement écarté. Maurice Grosse et Guy Lyon-Playfair poursuivirent leur visite pour surveiller la situation. Bien que l'absence de phénomène fût un soulagement, elle soulevait une question persistante. L'exorcisme avait-il vraiment fonctionné, ou l'entité s'était-elle simplement retirée? Pour les Hodgson, chaque jour sans incident était une petite victoire, mais les cicatrices émotionnelles laissées par leur épreuve étaient loin de guérir. Des années après les événements d'Enfield, Janet Hodgson quitta la maison de Green Street. Pourtant, les souvenirs de son expérience la suivirent partout. Même à l'âge adulte, Janet affirma ressentir une connexion inexplicable avec ce qu'elle avait vécu. Lors de plusieurs interviews, elle confia qu'elle avait toujours l'impression que Bill était près d'elle, observant depuis les ombres. « C'est comme s'il n'était jamais vraiment parti », déclara-t-elle un jour. Janet tenta de mener une vie normale, mais les répercussions psychologiques de son enfance restaient présentes. Les cauchemars récurrents et les crises d'anxiété faisaient partie de son quotidien, et elle se souvenait souvent des moments les plus terrifiants qu'elle avait vécus. Lors d'une interview particulièrement poignante, elle décrivit son passage dans la maison comme une épreuve qu'elle ne souhaiterait à personne. Les enregistrements de la voix de Bill restèrent un témoignage glaçant de ce que Janet avait affronté. Même des décennies plus tard, entendre ces sons faisait frissonner quiconque les écoutait. Pour Janet, ces bandes représentaient une preuve indéniable que son histoire était bien réelle, malgré les doutes et les critiques qu'elle continuait de susciter. Le cas d'Enfield continua de fasciner et de diviser l'opinion publique des décennies après les faits. Maurice Grosse et Guy Lyon-Playfair publièrent des ouvrages détaillant leurs observations et défendant l'authenticité des événements. Pour eux, Enfield n'était pas seulement un cas réel, mais aussi l'un des exemples les plus significatifs de poltergeist jamais étudiés. Leurs récits incluaient des transcriptions, des photographies et des témoignages d'observateurs extérieurs qui appuyaient leur position. Cependant, les sceptiques ne cessèrent jamais de remettre en question le cas. Certains avancèrent que les phénomènes avaient été orchestrés par les enfants Hodgson, tandis que d'autres accusèrent les enquêteurs d'avoir exagéré leurs découvertes. Ces débats polarisés firent d'Enfield un phénomène mondial, inspirant des documentaires, des livres et même des adaptations cinématographiques. Janet et Margaret, devenues adultes, participèrent également à plusieurs interviews pour raconter leur version des événements. Elles reconnurent avoir parfois exagéré certains incidents, mais insistèrent sur le fait que les phénomènes les plus troublants étaient totalement authentiques. Pour elles, maintenir la vérité de leurs récits était une manière de préserver la mémoire de ce qu'elles avaient enduré, même si cela continuait de susciter des controverses. La maison de Green Street, théâtre de l'un des cas de poltergeist les plus controversés, existe toujours et est aujourd'hui habitée par une autre famille.
les nouveaux résidents n'ont jamais signalé d'événements étranges, ce qui pousse certains à croire que le poltergeist était spécifiquement lié à la famille Hodgson. D'autres, cependant, pensent que l'entité a simplement accompli son objectif avant de disparaître, laissant derrière elle un mystère non résolu. Avec le temps, le cas d'Enfield est devenu une légende qui continue de captiver les chercheurs et les curieux. Pour certains, il constitue une preuve irréfutable de l'existence du surnaturel. Pour d'autres, il reste un exemple des dangers de l'hystérie collective et de la médiatisation excessive. Quelle que soit l'interprétation, les événements de Green Street ont laissé une marque indélébile sur ceux qui les ont vécus et étudiés. Pour Janet et sa famille, Enfield était bien plus qu'un simple mystère. C'était une épreuve de courage et de résilience face à l'inconnu. Des décennies plus tard, le cas reste un rappel poignant que certaines forces dans le monde défient notre compréhension et que, peut-être, certaines questions resteront à jamais sans réponse.